Bonjour à tous et bienvenue dans cette réunion de pronostic du DCG UE2 en droit des sociétés 2024. Donc, comme vous savez, on va faire un point sur les attentes sur l'examen et les pronostics. Et bien sûr, je répondrai à vos questions. Vous savez, pour faire un bref rappel du programme, au programme, vous avez notamment l'entreprise en société, des notions fondamentales sur lesquelles ça représente 26% du programme. Et donc, on peut avoir un certain nombre de questions. Les principaux types de sociétés à 40% du programme. L'économie sociale et solidaire qui représente 7% du programme. Les autres types de groupements pour 10%. Les entreprises en difficulté et la prévention pour 7%. Et enfin, le droit pénal des affaires. Je vous ai mis ces pourcentages puisque globalement, on verra que dans les pronostics, on retrouve en grande partie, euh, reviennent souvent les sujets qui prennent le plus de temps, évidemment, dans le programme. Petit conseil en termes de présentation sur l'examen. Euh, Vous savez que l'examen se présente notamment via, alors parfois des questions de cours, mais c'est relativement rare, mais on en a encore parfois, notamment sur les dernières années. Plusieurs situations pratiques, souvent une même situation dont découlent trois ou quatre, voire cinq dossiers. On peut avoir un commentaire de document ou un document sur lequel on doit s'appuyer pour pouvoir justement répondre aux situations pratiques. Et donc, on verra l'importance de bien lire ces documents-là. L'examen se présente en 3 heures. En général, vous avez en moyenne 7 à 9 questions de cas pratiques, 2 à 3 questions qui vont être des questions soit de cours, soit sur un document. Ça fait environ 12-13 questions. Et donc, si on calcule rapidement, même si je fais du droit et je ne suis pas une matheuse, ça fait 13 minutes par question. Donc, le temps de vous relire, de lever les yeux, c'est relativement court en temps. Donc, on va voir comment justement on se prépare à tout ça. Le matériel, il faut surtout que vous ayez une montre, évidemment, plusieurs stylos, j'ai envie de vous dire, puisque d'expérience avec mes étudiants, il arrive que même plusieurs stylos vous lâchent. Donc, n'hésitez pas à prendre ce qu'il faut comme stylo. Ce qu'il faut savoir sur cet examen, c'est qu'on attend de vous des mots-clés et dans la notation, ces mots-clés ont toute leur importance. Et donc, outre le fait qu'on est en droit et que c'est important de bien écrire, les mots-clés vont être les mots qui sont attendus par vos correcteurs. Donc, il faut impérativement les avoir en fonction évidemment des questions qui vont être posées. Ce qui est important aussi, c'est la présentation et la méthodologie, l'application de la méthodologie. Sur la présentation d'abord, on sait que certains points importent. Alors, personnellement, je corrige beaucoup de copies. Et lorsqu'on corrige les copies, malgré nous, le poids de la copie, la présentation de la copie, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est sale? Est-ce que vous sautez des lignes? C'est important, tout simplement parce que pour le correcteur, qui est peut-être à sa 40e, 50e ou 100e copie, lorsqu'il lit, évidemment que quand c'est trop chargé, on a du mal à lire. Quand c'est sale aussi, alors je dis pas qu'il faut avoir une écriture magnifique, c'est pas le sujet, mais juste suffisamment espacer les mots pour que ce soit lisible du correcteur. Éviter les abréviations, tout simplement parce que peut-être vous les connaissez, mais pas votre correcteur. Ou alors il va se dire que vous n'avez peut-être pas pris le temps d'écrire. Voilà, tout ça en fait impacte. C'est un être humain qui corrige, c'est pas une machine. Donc tout ça va impacter dans la manière avec laquelle vous allez être corrigé, quoi qu'on en dise, même si, alors, évidemment, si la copie est superbe, j'ai envie de vous dire, même si elle est sale, vous allez me dire que c'est pas très grave, mais quand même, ça peut jouer et surtout, si le correcteur a du mal à vous lire, au bout d'un moment, peut-être qu'il fera moins l'effort de vous lire. L'orthographe avec. Pourquoi? Parce que quand on est concentré sur l'orthographe, on n'est pas concentré sur ce que vous écrivez. Et donc, j'insiste souvent sur le fait de se relire. Alors oui, on peut être amené à faire des fautes, mais en droit, on a tendance à aimer, puis même dans les autres matières, je pense, mais voilà, en droit, l'orthographe a son importance. Donc, je vous invite vraiment à faire attention à ça. L'idée est simple, il faut donc simplifier la vie et la lecture du correcteur. Voilà, tout simplement, dites-vous que derrière, encore une fois, vous avez un humain et que plus vous lui simplifiez la vie et plus il aura de facilité à lire votre copie et plus ce sera facile de vous attribuer des points. Comment est-ce que je fais quand je reçois le sujet et comment je le traite? Il est très très important de lire l'intégralité du sujet. Pourquoi?
parce que vous allez, quand vous allez lire le sujet, vous allez avoir des documents. Ces documents-là vont vous permettre de ressortir des éléments d'information. Et souvent, vous avez tendance à ne pas les lire alors que potentiellement, ça vous donne la réponse à certaines questions. C'est des points de gagner, les documents. Alors, je sais que les commentaires d'arrêt, on n'aime pas trop ça, c'est dur à lire, ça vous plaît moyennement. Mais c'est important d'aller sortir les bonnes informations et de savoir lire un commentaire notamment. Relire avec voilà, de la couleur, hein, ce que vous avez entre les mains qui vous est autorisé. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous rassurer et notamment peut-être de souligner ou en tout cas de mettre un petit mot à côté des questions simples, de mettre une autre couleur pour celles qui vont vous parler et voilà, peut-être ça vous reviendra. Et puis quand ça vous dit rien du tout, bah, ça vous dit rien, c'est pas grave. Mieux vaut faire moins sur votre copie, mais le faire bien. Parce que là encore, en droit, si vous bâclez les questions, vous n'aurez pas de points. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas dans quelque chose où on peut grappiller vraiment des points, on peut, mais en droit, c'est juste, c'est pas juste. Il y a les mots-clés ou il n'y a pas les mots-clés. Donc c'est ce qui fait que parfois on perd beaucoup de points en pensant qu'on a quand même traité la question. Regardez aussi le nombre de points attribués par question, parce que ça aussi, ça vous permet de voir dans quel sens vous allez traiter les questions en fonction du temps que vous aurez. Et vraiment, quand je dis lire l'intégralité du sujet, il ne faut pas hésiter à lire 2 ou 3 fois. Alors oui, ça prend du temps, mais encore une fois, si on veut bien faire, mieux vaut savoir exactement à quoi on doit s'attendre. Pour revenir rapidement sur, enfin, ou du moins pour détailler chaque question qui peut être posée. Donc, parfois, on a des questions de cours. Ça arrive souvent, c'est des questions de cours qui sont à l'intérieur des questions posées et des documents. La première chose, évidemment, c'est de comprendre la question. D'une manière générale, dans toutes les questions que vous aurez, que ce soit des cas pratiques, des questions pratiques ou des questions de cours ou du commentaire de documents, je vous invite évidemment à prendre cette question et à essayer de la replacer dans votre cours. Autrement dit, j'ai une question sur la formation de la société. On vous dit, voilà, on a formé la société, on est en train de former la société. Qu'est-ce que je fais des éléments de cette société qui est formée? Eh bien, je vais m'interroger et me dire dans quelle partie du cours je suis. Je suis dans la formation de société, je suis dans la première partie. Dans cette première partie, qu'est-ce qu'on va pouvoir me demander? Ah, bon, bah, c'est un acte pris par la société en formation, très bien. Vraiment, aller chercher dans quelle case de cours je me trouve. Donc, comprendre la question, en délimiter le sujet. À partir de là, je vais pouvoir rédiger une réponse qui va être argumentée à partir de mes connaissances. Je vais la structurer le mieux possible. Et donc, même si j'ai une question de cours, j'essaye de structurer avec la règle de droit pour expliquer ce qui va s'appliquer à la question qui est posée. Par exemple, si on vous dit quelles sont les conditions à respecter pour transformer une SA en une autre forme de société, eh ben, question de cours, je vais chercher dans la SA et je vais chercher quelles sont les conditions qu'on doit appliquer pour transformer une SA en une autre forme de société. Vous avez donc ensuite, et ça c'est l'essentiel de votre sujet, des situations pratiques ou une situation pratique sur laquelle va découler un certain nombre de questions pratiques. Là encore, je vais lire attentivement, de manière active et intégrale, le sujet, y compris les annexes. Pourquoi? Parce que peut-être je vais avoir quelques articles des statuts de la société. Par exemple, on vous pose la question sur les apports et vous avez un article qui vous dit que les apports en industrie sont autorisés. Très bien, si c'est autorisé, ça veut dire que j'ai la possibilité d'en faire, hormis évidemment les cas où c'est pas possible comme l'ASA. Mais voilà, cette lecture-là va vous permettre aussi de vous guider. Donc, je lis bien attentivement la situation et je lis aussi les annexes qui vont avec la situation pratique. Ne jamais oublier qu'on doit appliquer le syllogisme juridique. Pourquoi? D'abord parce que c'est ce qu'on vous demande et le syllogisme, on vous limite à la règle de droit et à son application. Donc, quelle est la règle? C'est la règle et uniquement la règle et l'application. Je vais chercher dans les faits comment je vais appliquer ma règle de droit. Donc, ça veut dire que dans ma règle de droit, je ne traite pas du tout des faits de ma situation pratique. En revanche, dans l'application, je vais chercher dans les faits, y compris, je peux recopier les mots des faits pour dire que j'applique ma règle de droit aux faits qui sont soumis. C'est important le syllogisme. Pourquoi? Parce que vous êtes corrigé par des profs de droit. Et les profs de droit, ben, nous, on sait lire qu'en syllogisme, parce que c'est comme ça qu'on a appris, parce que c'est comme ça qu'on est formaté. Et donc, si vous n'effectuez pas ce syllogisme, ben, d'abord, vous ne respectez pas la règle, donc vous perdez des points.
Et ensuite, au-delà de ne pas respecter la règle, bah, comme c'est ce qu'on attend de vous et que c'est comme ça qu'on sait lire, on a du mal à vous comprendre. On ne comprendra pas sans le syllogisme. Ça paraît idiot, mais la compréhension des profs de droit passe par le syllogisme juridique. Donc, c'est important de le faire, sauf si on vous dit que la méthodologie du cas pratique n'est pas exigée. En général, vous allez avoir des conseils sur la première page de l'examen qui vous diront que si la méthodologie du cas pratique n'est pas exigée, eh bien, on vous l'annoncera dans la question. Donc là encore, quand je lis, je n'hésite pas à souligner les questions sur lesquelles la méthodologie n'est pas exigée. Et là, ça veut dire que vous répondez un peu comme une question de cours. Voilà, vous répondez à la question de manière argumentée. Donc, très important de bien respecter ce syllogisme. Et j'ajouterai, pour la clarté, lorsque je fais ce syllogisme, je mets bien règle de droit, deux points, je mets ma règle de droit. Une fois que j'ai mis ma règle de droit, je saute une ligne, application, je mets mon application, je saute une ligne, je passe à la question d'après. J'en profite pour vous dire que, idéalement, même si ce n'est pas toujours possible, essayez de traiter les questions plus ou moins dans l'ordre. C'est-à-dire que quand vous revenez, par exemple, si vous faites le dossier 1, essayez de faire tout le dossier 1 d'un coup, ou du moins de guider votre correcteur sur la question sur laquelle vous êtes, parce que j'ai trop l'habitude de voir qu'on traite un dossier, et puis après, on revient qu'à la fin à une question du dossier. Du coup, votre correcteur vous a déjà noté, et puis il se rend compte que vous avez traité une autre question plus loin. Ça, c'est compliqué pour le correcteur et ça plaît jamais beaucoup. Donc là encore, soit vous laissez de l'espace, soit vous passez à la limite à la page d'après, ou voilà, vous laissez de quoi traiter après, soit vous numérotez bien, ou vous mettez voilà, de quoi permettre de retrouver pour le correcteur sans que ce soit trop compliqué. Encore une fois, toujours le même souci de faire en sorte que le correcteur ait la vie simplifiée sur la lecture. Quelques exemples de situations pratiques pour aussi vous expliquer comment est-ce que on peut réviser par rapport justement au droit. En fait, le droit, contrairement à ce qu'on pense, oui, il y a de l'apprentissage, mais surtout, dans le droit, ce qu'on veut, c'est que vous réussissiez à rentrer dans les cases. Et rentrer dans les cases, c'est par exemple lorsque on vous dit, Monsieur machin, Monsieur X, avait-il le pouvoir de passer cet acte? Il faut tout de suite vous dire dans votre tête, est-ce qu'il a le pouvoir? Bah, Monsieur X, c'est probablement un dirigeant, je vais vérifier. Ça veut dire, est-ce que le dirigeant a le pouvoir de passer l'acte? Donc, autrement dit, on est dans la rubrique les pouvoirs du dirigeant. Donc, les pouvoirs du dirigeant, ma règle de droit, elle est généralement quasiment toujours la même. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en nom et pour le compte de la société, patati patata. Donc, ça, c'est par cœur. Comment je fais pour connaître ça par cœur? Bah, tout simplement, ces règles de droit-là, par société, vous pouvez tout à fait vous faire un petit tableau ou un petit récap en vous disant, bah, par exemple, dans la SARL, pouvoir du dirigeant, c'est ça, responsabilité, c'est ça. Il y a des choses qui reviennent. Vous pouvez voilà, assez facilement aller récupérer les infos pour pouvoir vous mettre des moyens mémotechniques de retrouver sans que vous ayez l'impression d'apprendre par cœur, parce que c'est des choses, des questions qui reviennent régulièrement dans les sujets. Pareil, si j'ai une question sur le gérant de SARL qui souhaite déplacer le siège social, bah, je m'interroge quand on déplace le siège social en général. Alors, mais bonjour, faut-il mettre une question de droit avant le syllogisme? Non, on n'attend pas forcément la question de droit avant le syllogisme, en tout cas dans ce qui est demandé à l'examen. En revanche, ça peut vous aider, vous, à savoir à quoi vous répondez. Pourquoi? Parce que si vous ne formulez pas la question de droit, au moins dans votre tête, eh bien, parfois, vous ne savez plus à quoi vous répondez. Donc, vous n'avez pas d'obligation de mettre la question de droit avant le syllogisme, on ne l'attend pas forcément. Mais moi, je vous invite quand même à le faire. Pas forcément dans votre copie, mais vous, pour savoir à quoi vous répondez. Et si c'est dans votre copie, tant mieux. C'est rapide de mettre la question de droit, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, par exemple, voilà, pour le gérant qui souhaiterait déplacer le siège social, est-ce qu'il peut le faire de sa propre initiative? Eh bien, la question, c'est est-ce que déplacement du siège social, c'est une modification statutaire? Sauf qu'on sait que pour le gérant de la SARL, on a une possibilité de le déplacer sans forcément passer par l'Assemblée générale extraordinaire, à condition que ce soit ratifié par la suite avec les risques que ça engendre. Donc, ça veut dire que si on vous dit peut-il le faire de sa propre initiative, c'est ça qu'on cherche de vous, c'est qu'il y a autre chose derrière que l'Assemblée générale extraordinaire. D'où l'importance vraiment de lire avec beaucoup d'attention les questions qui sont posées parce que on vous donne en fait l'idée de la réponse dans la question. Ou encore, si on vous dit la signature de ce contrat nécessite-t-elle la mise en place d'une procédure particulière? Quand vous entendez contrat ou convention et procédure particulière, ça doit vous alerter pour vous dire, ah, je suis dans la rubrique des conventions réglementées.
Voilà, en général, c'est ça. Signature d'un contrat, ça peut aussi appeler au pouvoir du dirigeant, mais si on vous demande s'il y a une procédure particulière, ou si en tout cas les faits vous amènent vers quelque chose qui ressemble aux conventions réglementées, eh bien, vous êtes dans la rubrique convention réglementée. Voilà, tout ça, c'est pour vous dire qu'on va vraiment chercher dans quelle case je vais être pour justement répondre à la question. Dernier élément qu'on peut avoir dans les sujets, c'est le commentaire de document. Commentaire de document, ça peut être plein de choses, un extrait cabis, un avis de constitution, un procès-verbal, un bilan, des statuts, des extraits de statuts, des articles de presse, des décisions de justice. Ce que vous aimez le moins d'ailleurs, c'est la décision de justice dont on va parler un tout petit peu après. L'important, c'est de repérer le titre. Souvent, on va directement lire le document sans forcément aller lire le titre. Repérer le titre, ça va vous aider, ça va vous dire qu'est-ce que ça fait ici, qu'est-ce que c'est. Je situe tout ça dans le programme, toujours. Je reviens toujours à situer dans le programme. J'analyse le contenu. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai des rubriques? Est-ce que c'est une synthèse d'un texte? Est-ce que c'est un résumé? Qu'est-ce que je peux aller retirer du contenu? J'essaye de comprendre ce qu'on me demande à partir du document. Souvent, le document va vous dire dans une question, voilà, pour répondre à cette question, vous avez l'annexe A, l'annexe 1, l'annexe 2, l'annexe B, peu importe comment on l'appelle, mais on va vous aider. Donc, j'essaye de comprendre ce qu'on me demande à partir de ce document. Je cherche dans mes connaissances, donc je fais référence à mes connaissances, et puis, soit ça me permet de répondre à une question, soit on me demande de rédiger un commentaire, et dans ce cas-là, je vais structurer. Là encore, pensez toujours à structurer vos réponses. C'est vraiment essentiel. Encore une fois, c'est la manière de lire des preuves de droit. Quand c'est une décision de justice, on a un changement dont vous avez probablement connaissance. Au 1er octobre 2019, les décisions sont souvent des décisions de la Cour de cassation, puisque c'est la plus haute juridiction et que c'est les décisions quand même qui font le droit. Et donc, avant 2019, la lecture est un peu plus complexe puisqu'elle est sous forme d'attendu. Ça, en général, vous n'aimez pas trop. Mais voilà, pensez que vous avez en général dans ces décisions-là une forme qui est quand même toujours la même. Les trois, quatre premières lignes. Alors, on n'est pas pénalisé si on ne le fait pas dans la copie parce que j'ai peur qu'elle soit axée sur un point trop précis. Euh, alors, attendez, vous parlez du syllogisme là? Alors, est-ce que ouais, c'est ça, le syllogisme, c'est exactement ça. Et on ne vous demande pas forcément la question de droit, en revanche, on vous demande absolument, selon la loi, exactement, vous pouvez faire ça, selon la loi en l'espèce. Mais là encore, c'est la bonne manière de faire. Si vous ne voulez pas mettre, par exemple, règle de droit application, vous mettez selon la loi en l'espèce, mais toujours sauter une ligne pour que le correcteur voit bien que vous êtes sur en l'espèce. Si vous ne mettez pas sur en l'espèce, bah, en fait, il cherche. Alors oui, il va finir par trouver, mais ça l'oblige à lire de manière voilà, très, très concentrée et c'est délicat. Donc, vous pouvez tout à fait mettre selon la loi, c'est comme pour moi ce que j'ai appelé règle de droit, et ensuite vous sautez une ligne en l'espèce, et oui, c'est la bonne manière de faire, pas de difficulté. Est-ce que j'ai bien répondu à la question d'avant, aller avec du coup sur la question de ne pas être pénalisé lorsqu'on ne fait pas dans la copie. J'attends votre retour et je continue. Donc, oui, super. Donc, toujours sur le commentaire de document, donc pour l'analyse de décision de justice. Donc, comment je fais? Quand c'est avant 2019, vous avez les attendus. Les attendus, vous pouvez les supprimer quand vous lisez. Oui, la Cour de cassation mettait des attendus, mais si vous enlevez le mot attendu que, en fait, vous allez lire ça de manière plus. Souvent, les trois, quatre premières lignes, cinq premières lignes, vous aurez la partie fait. En général, ce que je dis à mes étudiants, la première chose, c'est d'aller voir si c'est un arrêt de cassation ou si c'est un arrêt de rejet. Pourquoi? Arrêt de cassation, ça veut dire que la Cour de cassation n'est pas d'accord avec la Cour d'appel. C'est un peu schématique, c'est pas tout à fait ça, mais ça vous suffit à comprendre. Donc la Cour de cassation n'est pas d'accord avec la Cour d'appel, ça veut dire que au milieu de la décision, vous allez avoir les arguments des demandeurs au pourvoi, des personnes qui se pourvoient en cassation, et vous allez avoir la réponse de la Cour d'appel, mais qui n'est pas la réponse donnée par la Cour de cassation. Et en général, la Cour de cassation dira, mais attendu que, et elle vous donnera la réponse. Ça, c'est la première chose. Parfois, vous avez en haut de la décision, avant les faits, ce qu'on appelle un attendu de principe, qui va vous donner la règle de droit. Et vous allez peut-être pouvoir l'utiliser justement pour répondre à une question. Donc ça aussi, voilà, on va vous dire, vu l'article machin, attendu que, et ça vous donne la règle de droit de l'article 1 tel.
Donc, vous avez ensuite, vous savez si c'est du rejet ou de la cassation. Donc, rejet, la Cour d'appel, la Cour de cassation sont d'accord. Encore une fois, c'est schématique, mais c'est l'idée. Et donc, si elles sont d'accord, bah, vous aurez tout simplement la réponse de la Cour de cassation qui va avec la réponse de la Cour d'appel, qui figurera à la fin de la décision dans les 4-5 dernières lignes en général. Et au milieu, c'est les prétentions des parties. J'ai envie de vous dire, vous n'avez presque pas besoin de les lire. Allez-y quand même, parce que ça donne des éléments, mais ce n'est pas forcément la solution qui est rendue. Voilà, donc à l'intérieur, vous avez trois, quatre lignes de faits, la procédure, les prétentions des parties. Souvent, ça vous permet de sortir un problème de droit et vous avez ensuite la solution qui est soit la même pour la Cour d'appel et la Cour de cassation, soit différente. Et dans ce cas-là, ce qui m'importe, c'est la Cour de cassation. Plus facile pour les décisions après le 1er octobre 2019, puisqu'on n'est plus sous la forme de justement des attendus. Et donc, vous avez dans ce cas-là les faits, et c'est écrit fait avec tous les faits. Ensuite, vous avez les prétentions des parties, vous avez les moyens de la Cour d'appel et vous avez la solution de la Cour de cassation. Et donc, c'est un petit peu plus simple à lire et voilà, il se peut que vous ayez du coup des arrêts qui soient après le 1er octobre 2019 et donc un peu plus simple à lire dans ce cas-là. Mais encore une fois, ne vous braquez pas sur ces décisions, elles sont essentielles. Vous les aimez pas en général, vous avez du mal à lire, mais allez-y, ça vous aide et ça vous donne des réponses. Et évidemment, s'il s'agit de commenter le document et donc de commenter la décision, bah là, pour le coup, vous n'avez pas le choix, puisque les points se feront sur le commentaire de la décision. Je vous invite vraiment à être attentif sur ça. Concernant les seuils, ah, bah, on va y venir justement, on va en parler. Concernant les seuils du CAC, je vous réponds dans une minute, puisque justement sur la partie des pronostics, j'en parle juste après. Donc, si ça vous va, je vous réponds juste quand on arrive au pronostic. Alors, attendez juste 2 secondes. Hop, le chat est redescendu. Voilà. Hop. Et ben on y est. Pronostic et les thèmes. Alors, dans la grande généralité, vous savez que depuis des années, on a toujours des questions et l'essentiel des questions sur ce que j'appelle les sociétés les plus importantes. Comme on dit SARL, SA, SAS. Alors, j'ai tendance à dire qu'avant, on avait toujours une année la SA, une année la SARL ou de la SAS. Et ça, c'était assez régulier. Ça fait 2 ans qu'on est sur la SARL, 2 années d'affilée. Alors, c'est pas que ça sent un peu la SA, je ne sais pas, très honnêtement, c'est délicat de vous dire, mais en tout cas, l'ASA, ça fait bah, du coup 3 ans que c'est pas tombé. Cela dit, la SAS aussi pourrait tomber. Ça ne veut pas dire que la SARL tombera pas ou qu'on peut pas avoir quelques questions, mais en tout cas, voilà, on sait que ça fait 2 ans d'affilée qu'on a de la SARL. On peut avoir, parce que ça aussi, ça fait un moment que j'en ai pas vu passer, des questions, et notamment sur la transformation de société. Ça, c'est une possibilité, notamment, bah, par exemple, si on a une thématique de l'ASA, vous savez qu'il y a des conditions particulières pour la transformation de l'ASA. Donc, on peut avoir ça, ou sur la SAS. C'est vrai que la SAS aussi, c'est une société alors, qui est un peu plus simple, donc c'est vrai qu'elle a tendance à tomber un peu différemment. Ça peut être que quelques questions. Mais voilà, on pourrait imaginer un sujet sur lequel, par exemple, on aurait une SA qui se transforme en SAS. Transformation de la SAS aussi, c'est des règles particulières. Et du coup, ça permettrait d'avoir ces deux sociétés qu'on n'a pas vues depuis un petit moment. Ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser les autres formes, SNC, SCI, GIE, association. Alors, ça tombe beaucoup moins, voilà, tout simplement, puisque même dans le programme, ça représente moins de parties. Mais voilà, il ne faut pas non plus, à mon sens, les délaisser. Et encore une fois, en droit, voilà, c'est délicat, mais on sait en tout cas que les sociétés les plus importantes tombent, quoi qu'il arrive. Enfin, je vois mal un sujet sur lequel on n'aurait pas une SARL, une SA ou une SS. L'an dernier, on a eu les entreprises en difficulté. C'est un peu d'actualité puisqu'il y a eu des modifications en 2021. Donc, entreprises en difficulté, ça peut tomber. Alors, ça tombera pas sur 3 dossiers, mais ça peut tomber sur un dossier. On a évidemment régulièrement quelques questions en droit pénal. Là encore, pas des questions complètes, enfin un dossier entier, mais quelques questions qui viennent à l'appui en général à la fin d'un dossier. Vous avez une question en droit pénal. Donc ça, voilà, j'ai envie de dire, il faut savoir y répondre. Le droit pénal, il y a pas énormément d'éléments à connaître. Mais voilà, vous pouvez avoir des questions en droit pénal régulièrement. Et souvent, une question commune à toutes les sociétés. Par exemple, acte passé par la société en formation, les apports. Je reviens sur le commissaire aux comptes, justement. Donc, commissaire aux comptes, les seuils, éventuellement du devoir d'alerte, de l'expertise de gestion. Alors, les seuils, pour vous répondre.
Euh, les seuils, oui, j'ai mis février, pardon, c'est avril, je crois que j'ai mis février sur le support, c'est une coquille. Les seuils, moi, je vous invite à dire, alors, très simplement, probablement que les suivis ont été faits avant les changements de seuil, et moi, je vous invite à mettre les deux. Autrement dit, commencer avant le 29 avril 2024 et commencer après le 29 avril 2024. Évidemment que normalement, on se place à la date d'effet, mais souvent la date d'effet, c'est la date de l'examen. Donc voilà, vous n'avez rien à perdre, c'est pas très très compliqué, ça prend vraiment une minute de plus. Vous mettez 4, 8, 50, vous mettez 5, 10, 50, vous expliquez que ça a changé et évidemment, vous voyez comment ça se passe après au vu des faits. Donc moi, je ne considère pas que c'est toléré de garder les anciens. Moi, je vous invite vraiment à mettre les deux. Ça prend pas beaucoup plus de temps et au moins, c'est une valeur sûre, vous vous trompez pas. Voilà. Ça va, ça répond à votre question? Bon, je vous laisse répondre. Donc voilà, mettez les deux. Ok, super. Mettez les deux, comme ça, vous prenez aucun risque sur ça. Voilà, donc pour ce qui est des pronostics, vous pensez qu'il peut y avoir la transformation d'une SARL en SA? Oui, ça peut. Ça peut. Alors après, j'ai envie de vous dire comme bon, la SARL, ça fait 2 ans, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas 3 ans. Mais si on devait transformer, on pourrait imaginer plutôt un sujet sur une autre forme qui transformerait. Mais oui, on peut avoir une SARL en SA, bien sûr. On peut, tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est une transformation possible, donc pas de raison qu'il n'y ait pas de question possible sur ça. Mais c'est vrai que si le sujet porte, par exemple, sur la SA ou sur la SAS, bah, du coup, votre transformation sera plutôt vers la SARL. Alors, sauf à ce qu'on soit en début de sujet. Par exemple, vous avez une SARL, elle transforme en SA, et puis après, vous avez des questions sur la SA possible aussi, bien sûr. Voilà, donc la question, je reviens juste rapidement sur les questions communes. Question des apports du commissaire aux comptes, de la société en formation. En fait, vous avez forcément dans tous les sujets, quasiment à 85%, vous allez avoir une question commune à toutes les sociétés. Le commissaire aux comptes, ça tombe quand même très, très, très régulièrement. Je crois que c'est pas tombé de mémoire l'année dernière, donc ça pourrait tout à fait arriver. C'est une question facile. Voilà, vous mettez les seuils. Au-delà des seuils, vous mettez rapidement les possibilités en dehors des deux des trois seuils, la mission Alpes éventuellement, et vous avez votre réponse. Encore une fois, c'est la règle de droit, elle s'apprend et voilà, il faut la ressortir comme elle est. Si vous devez vous faire des petites fiches aussi, il ne faut pas hésiter à se faire des fiches de règles de droit. Ça vous aidera à répondre aux questions. Pardon. Voilà pour ce qui est de la présentation. Je vais répondre à toutes vos questions avec plaisir. Juste pour vous dire, prenez le temps de lire. Encore une fois, c'est vraiment essentiel. Ce que je vois le plus dans les difficultés qu'on rencontre et que mes étudiants rencontrent, c'est que souvent, ils ne lisent pas. Si vous ne lisez pas, ça ne peut pas fonctionner en droit. Croyez en vous et en ce que vous êtes. Surtout, voilà, encore une fois, souvent, on a un blocage. On se dit que le droit, c'est compliqué, que voilà, on n'est pas toujours très à l'aise. Mais le droit, c'est vraiment, c'est aussi mathématique que ce que vous avez dans les autres matières qui sont plus supportées sur les chiffres. Donc, voilà, croyez en vous et ça va le faire. Est-ce qu'il vous reste des questions sur la méthodologie ou sur les pronostics avant de conclure? S'entraîner, ouais, depuis 2020, les annales, très bien, les annales depuis 2020. Et puis, vous pouvez même remonter, il y a un sujet 2018-2019 où il y a des petites questions. Alors, c'est pas toujours à jour par rapport aux réponses, mais la plupart des questions sont à jour. Donc, vous pouvez remonter 2018-2019 sans problème. Et 2020, 2021, 2022, 2023, très bien. C'est quasiment l'essentiel des questions dans tout ça. Non, les nouveaux seuils ont changé au 29 avril 2024. Alors oui, c'est pour l'année 2024, c'est pour ça votre question. Mais le changement est au 29 avril, mais c'est pour l'année 2024. Alors, il n'y a pas obligatoirement une analyse de fiche d'arrêt, mais il y a souvent un arrêt. Ouais, il y a souvent un arrêt quand même. Après, c'est pas toujours avec une analyse qui va. Comment faciliter l'apprentissage? Alors, faciliter l'apprentissage, vous pouvez vous faire un tableau récapitulatif de toutes les formes de société les plus utilisées, donc la SAS, la SA,
la SARL, éventuellement la SNC, puisqu'elle a des petites particularités, la SNC, même si elle tombe pas souvent. Donc, vous faire un petit tableau récap et dedans, vous pouvez mettre assez facilement euh, les, euh, les différentes rubriques, voilà, nombre d'associés, société commerciale, société civile. Vraiment, vous faites un tableau et vous mettez tout ça, les choses les unes à côté des autres. Ça va vous aider. Et à côté de ça, vous pouvez vous faire une fiche par société, là encore sur les plus grosses, CRL, SA, SAS, SNC par exemple. Et vous faites une fiche. Et globalement, alors moi je le fais régulièrement avec mes étudiants, et globalement vous allez avoir à peu près 5 pages de fiches par société, et le tableau prend à peu près là aussi 5 pages. Donc on va dire que allez, en 20 pages, vous avez la totalité de ce qu'il faut apprendre. En vrai, c'est pas énorme. Alors, évidemment, c'est abstraction faite du pénal des entreprises en difficulté. Là, voilà, ça se traite à part, mais c'est pas l'essentiel des questions. Mais on va dire que si vous êtes un peu en retard, focalisez-vous sur ça, sur les plus grosses formes de société. Et en fait, il n'y a pas tant de quantité que ça, si c'est bien fiché. Oui, si vous vous concentrez sur la SA, vous prenez un risque. Alors, c'est sûr que ça, voilà, on a le sentiment que la SA peut tomber. Maintenant, si la SA tombe pas depuis 2 ans, c'est peut-être aussi que c'est une forme un peu moins, alors, je ne sais pas si on va jusque-là, mais un peu moins utilisée que la SARL ou que la SAS. Donc oui, c'est un risque de se concentrer que sur la SA. Maintenant, très honnêtement, si vous connaissez la SA, en fait, vous connaissez la SAS et la SARL, sur les pouvoirs, sur plein de choses, en fait, vous retrouvez, si vous faites un tableau récap par société, vous verrez que vous retrouvez quasiment les mêmes choses. Après, là où vous ne retrouvez pas les mêmes choses, justement, c'est la transformation. Voilà, c'est des petites rubriques. Évidemment, la SA est un peu plus complexe dans la formation, puisque vous pouvez avoir un conseil de surveillance ou un conseil d'administration. Mais voilà, et pareil, sur la SA, vous avez des questions types qui reviennent. La cooptation, oui, non. Les mandats, le cumul mandat social, contrat de travail. Il y a des choses qui reviennent tout le temps, en fait. Mais c'est un peu risqué de se concentrer que sur la SA. Si on fait que des sujets, on peut valider. Si on fait que des sujets, bah, si vous avez toutes les réponses, oui, vous pouvez valider, mais il faut avoir les réponses. Oui, oui, bah, de toute façon, dans les sujets, j'ai envie de vous dire, sur les 5 dernières années, oui, bien sûr, vous avez les éléments qui vous permettent en grande partie d'avoir une note correcte. Donc, c'est l'essentiel de faire des sujets. Il n'y a pas mieux de toute façon que de s'entraîner. Mais voilà, pour s'entraîner, il faut avoir les connaissances, parce que les questions ne sont pas toujours posées de la même manière quand même. Donc, il faut savoir. Ce qui importe, c'est vraiment savoir dans quelle partie de cours vous vous retrouvez. S moniste ou dualiste. Alors, dans la vie de tous les jours, on a plus de S moniste, mais la réalité des sujets fait que on peut vous poser des questions sur la moniste ou sur la dualiste. Il n'y a pas de, enfin, dans les sujets, il y aura pas forcément, on ne s'adapte pas à la vie de tous les jours. Donc oui, en France, on a plus de S moniste, mais vous pourriez tout à fait avoir des questions avec une SA dualiste. Question type sur la SAS. Alors, la SAS, c'est une société, vous savez, très ouverte et voilà, la liberté statutaire importe beaucoup. Donc, si vous avez une SAS, vous aurez très régulièrement les statuts qui vont avec. Question de la SAS, c'est les pouvoirs du président. Ça, c'est la plus grosse possibilité. C'est la responsabilité. C'est des clauses, par exemple une clause d'inaliénabilité, appliquée, pas appliquée. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre sur la SAS? Bah, de la transformation, puisque la transformation de la SAS, unanimité obligatoire, voilà, il y a quand même des règles types de la SAS lorsque je transforme en SAS. Euh, voilà pour la SAS. Ouais, et puis les clauses d'agrément aussi. Et là, vous aurez probablement les statuts. Donc, c'est sur les statuts qu'il faut aller vérifier. Est-ce que le Blanco type souris est autorisé? Je crois que ce n'est pas autorisé. Je vous invite à vérifier. En général, c'est écrit, il me semble, sur le sujet, mais je crois que c'est pas autorisé. Il me semble que c'est stylo et montre. Alors, Société Agricole, c'est tombé une fois.
Est-ce que ça peut tomber avec l'actualité? On peut se poser la question. En fait, l'actualité n'est pas forcément sur les sociétés agricoles, mais elle touche les sociétés agricoles. Honnêtement, en tout cas, ce ne sera pas un sujet complet, à mon sens, sur la société agricole, parce que là encore, c'est peu connu et puis on n'a pas tant d'éléments que ça à soumettre en sujet. Donc, oui, ça peut tomber, mais ce ne sera pas l'essentiel du sujet. Ça n'empêche pas, encore une fois, que c'est un moyen de gratter des points, parce que c'est pas compliqué. Ouais, optimisez vos régions, ce que je vous disais, faites des tableaux. Mettez sous forme de tableau, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Voilà, vous prenez vos fiches, vous les mettez en tableau. Et les questions qui sont redondantes, c'est vraiment les apports sur la formation, comment est-ce que, qu'est-ce que je fais des actes de la société passée en cours de formation, les pouvoirs du dirigeant, la responsabilité, ça, c'est des choses que vous pouvez connaître par cœur et très, très facile à répondre. La responsabilité, éventuellement une petite infraction pénale qui va avec tout ça. La révocation, ça s'enchaîne en général, hein. Pouvoir, responsabilité, révocation, transformation. Et donc, tout ça, vous pouvez mettre sous forme d'un tableau. C'est-à-dire qu'à chaque forme de société, bah, sous le tableau, vous pouvez mettre les règles qui vont s'appliquer et ça rentre. Enfin, voilà, moi, je le fais régulièrement. Ça rentre et ça vous permet d'avoir tout bien à côté et de savoir dans quelle forme de société, voilà, comment ça se passe en fonction de la forme de société. Donc voilà, optimiser, c'est le tableau, c'est l'affiche par grosse société. Et après, bah, s'il vous reste du temps, euh, vous avez les autres formes de société qui tombent certes un peu moins, mais sur lesquelles on peut avoir quelques petites questions. Euh, Parce que voilà, dans ce tableau, vous pouvez mettre le commissaire aux comptes, vous pouvez mettre la nécessité du commissaire aux apports, oui, non, ou l'obligation quand c'est une obligation. Vous pouvez mettre le cumul des mandats. Le tableau, ça peut vraiment prendre quasiment tout le cours en dehors, encore une fois, du pénal et de l'entreprise en difficulté. Mais pénal, entreprise en difficulté, bah, pénal, en vrai, c'est relativement simple puisque on attend de vous, en général, de qualifier l'infraction. Vous avez souvent un document qui vous y aide, élément légal, élément matériel, élément moral. Et avec ça, la question, voilà, c'est toujours de savoir qui est responsable. N'oubliez pas que quand la société aussi peut être responsable de l'infraction et la sanction est de 5 fois l'amende. Donc voilà. Après, une fois que vous avez tous ces éléments-là, optimiser, c'est se mettre sous forme de tableau et de fiches. Voilà, il n'y a pas mieux pour optimiser vos révisions. Non, pas pour chacune des sociétés. C'est surtout ce qu'on va vous demander, c'est surtout ce qui s'applique côté SA. Alors après, si la question est aussi large, vous ne pourrez pas faire sur toutes les sociétés, mais vous pourrez, en général, en fait, c'est surtout que vous avez les conditions propres à la SA quand je la transforme, et puis les conditions de la société vers laquelle je transforme. C'est surtout ça qu'on attend de vous. Si, alors, je pense pas que vous aurez une question aussi large, c'était plus pour vous donner un exemple voilà, de questions de cours. Mais pareil, questions de cours, en fait, on en a de moins en moins. Et quand vous en avez, c'est dans le cadre d'une situation pratique. Donc, on va vous guider sur les attentes de la réponse. La raison d'être et la société de mission, hmm, non, ça peut être une petite question de cours au sein d'un document, mais non, je pense pas plus que ça. Société de mission, c'est plutôt en DSCG que on vous interroge. Maintenant, la société de mission, là aussi, c'est relativement simple. En réalité, la réponse, elle est rapide, mais voilà, je pense pas. Il n'y a pas d'organe le plus important. Vous savez que dans la SA dualiste, le directoire, c'est votre direction. Donc, ça correspond à votre DG de la SA moniste et le conseil de surveillance. C'est celui qui surveille le directoire. La différence avec le conseil d'administration, c'est que le conseil de surveillance et le directoire, vous savez que vous n'aurez pas de membre du directoire qui sera aussi membre du conseil de surveillance. Et donc, on va dire qu'il y a une transparence un peu plus forte dans la SA dualiste. Donc, il n'y a pas un organe plus important que l'autre. Il y en a un qui assure la direction et l'autre qui surveille. Maintenant, celui qui a les pouvoirs pour agir, c'est le directoire, sous réserve d'une délégation ou de statut qui prévoit les pouvoirs du conseil de surveillance. SARL, c'est le plus important sur si vous avez fait un tableau. La SNC, vous pouvez effectivement relire à côté.
Moi, dans mon tableau, oui, je mets SA, SAS, SAR et la SNC. Maintenant, oui, la SNC, elle est pas beaucoup tombée. Quand elle tombe, c'est souvent quelques questions. Et en vrai, sur la SNC, vous savez qu'elle bon, elle a la particularité d'être une société à risque illimité. Donc souvent, c'est plutôt par là que les questions se portent sur le risque illimité, sur le fait que on doit s'intéresser à l'objet social par rapport au pouvoir, notamment. Voilà, c'est ce qui va changer par rapport aux autres formes. Donc oui, vous pouvez relire le cours pour les SNC à côté. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux expliquer le cumul des mandats de dirigeants et le cumul des mandats? Alors, je pense que vous parlez uniquement, vous parlez pas du mandat social, du contrat de travail, hein, vous parlez des mandats en SA, c'est ça? Ouais. Oui, alors c'est pas que il y a un enfin oui, il y a deux types de cumul. Je vais voir d'abord du côté de la direction des mandats, enfin des mandats de direction et du côté des mandats au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance notamment. Alors, cumul des mandats, en fait, ça va prendre tout ça. Vous avez un tableau en fait qui peut me demander de schématiser notre réponse. Schématiser, pas forcément, mais par contre, vous, ça peut vous aider de faire un schéma. Alors, quand vous avez le cumul des mandats, d'une manière générale, je vous invite toujours à faire un tableau. C'est pas forcément ce que les correcteurs attendent, mais vous, ça va vous aider à compter. Vous savez que le cumul des mandats, c'est 5 mandats maximum. Et c'est un mandat de direction, sachant que, par exemple, si vous avez quelqu'un qui est président-directeur général, on prendra le mandat de DG, on ne prendra pas le mandat de PCA. Donc, un mandat de direction et, maximum 5 mandats en tout, qui inclut ce mandat de direction. Je vous invite vraiment à prendre il y a un tableau récap sur ça. Je vous invite vraiment à le prendre. Alors, après, à l'intérieur de ça, on a des exceptions. Donc, ce qu'il faut connaître, c'est le principe, un mandat de direction. L'exception, vous savez qu'on a deux exceptions. La première, c'est que vous pouvez avoir un deuxième mandat dans une société non cotée. Du coup, ça fait 1 + 1 = 1. Et vous avez pareil de l'autre côté sur les mandats au conseil d'administration. Là aussi, vous avez, par exemple, lorsque vous avez des filiales, vous pouvez avoir jusqu'à 5 mandats qui compteront un dans les filiales. Donc, quand on a des sociétés contrôlées. Donc, ce qui est important, c'est de mettre principe, exception, principe, exception. Ensuite, vous faites votre tableau et vous comptez le nombre. Donc, évidemment, 1 + 1 peut faire 1, parfois 5 ne va faire que 1. Et donc, c'est comme ça qu'il faut compter. Et à la fin, au cumul total direction, une fois que j'ai fait mes règles de 1 + 1 = 1 et de 5 = 1, etc., au cumul total, eh ben, vous devez avoir 5 maximum. Si vous devez en enlever, si par exemple vous vous rendez compte que vous avez 3 mandats de direction, eh ben, le plus récent doit être enlevé. Attention, on ne compte pas les sociétés, les SA qui seraient des sociétés à l'étranger. Donc, c'est vraiment que pour le siège social en France. Et on ne compte pas non plus un mandat. Par exemple, si on vous dit il est président de SAS, ça ne compte pas. C'est vraiment que pour la SA dont le siège social est en France. Enfin, les SA dont le siège social est en France. C'était en commandite. Alors, écoutez, à part sous forme de transformation, elle n'est jamais tombée. En tout cas, depuis une bonne dizaine d'années. En fait, la société en commandite, c'est un mélange de la SNC et de la SA. Pour vous aider en termes de moyens mémotechniques, la société en commandite par action, puisque c'est celle-là que vous voyez, c'est à la direction les règles de la SNC. Donc, vous avez des associés à responsabilité illimitée. Donc, tout ça rime ensemble et ça va vous aider. Et règles de la SA pour les... Donc, ça, c'est les commandités, évidemment, associés à responsabilité illimitée. Et pour la côté SA, c'est vos commanditaires qui forment votre capital. Et c'est donc des actionnaires. Et on prend les règles de la SA, donc avec la limitation aux apports, etc. Donc, important,
enfin voilà, je ne dis pas qu'elle tombera pas. Aujourd'hui, elle n'est pas tombée depuis une bonne dizaine d'années. Maintenant, c'était en commandite, c'est un mélange de la SA et de la SNC. Si vous connaissez ça, normalement, vous n'avez pas de raison de vous tromper. Voilà, pensez bien que Arcy, il y a quand même juste le double vote, quoi. Voilà, enfin, c'est peut-être la seule chose qui diffère un peu, mais il y a une forme de logique là-dedans sur justement ce double vote des commandités et des commanditaires. Et après, en termes de questions, ça peut être quand on transforme, puisque parfois, lorsque vous avez notamment des héritiers mineurs, on vous conseille d'aller transformer vers des sociétés en commandite pour pouvoir placer les mineurs. Il y a d'autres questions. C'était engagé même en dehors de l'objet social, côté commandité. Non. Alors, en SNC, non. En SCA, alors en SNC, si, alors en SNC, si, elle est engagée même en dehors de l'objet social. Justement, c'est les règles de la SNC. En SNC, c'est la seule forme de société dans les grosses formes qu'on a où on est engagé en dehors de l'objet social. Donc, on invite finalement les gens qui contractent à vérifier l'objet social. Donc, c'est pareil. Encore une fois, hein, c'est le dirigeant, donc on voit la direction sur les règles de la SNC parce que c'est un risque limité. Comment écrire une clause? Comment réécrire une clause quand on vous demande de réécrire, c'est ça votre question? Bon, j'imagine que c'est ça. Écrire une clause. Alors, en général, on ne vous demande pas d'écrire totalement. Enfin, si ça arrive, on vous demande souvent de réécrire des clauses. Comment on fait? Eh ben, en fait, vous utilisez la règle de droit. Si, par exemple, la règle de droit, je sais pas, on vous demande de réécrire une clause sur les apports, bah, vous dites que voilà, les apports en numéraire et en nature sont autorisés. Voilà, vous utilisez vraiment la règle de droit pour écrire la clause. De toute façon, encore une fois, la clause, c'est un écrit, donc peu importe la manière avec laquelle vous allez écrire, ce qui importe, c'est que vous ayez les bons mots de droit. Et après, euh, je sais qu'on a tendance à avoir des statuts types, mais en réalité, les statuts, il faut bien vous dire que c'est un contrat. Et donc, c'est ce qu'on met à l'intérieur, c'est ce à quoi on s'engage. Donc, on peut l'écrire, j'ai envie de vous dire comme on veut. On pourrait avoir des statuts qui tiennent sur une page, puisqu'on a beaucoup de choses qui sont contenues aussi dans la loi. On a tendance à en faire plus. Mais voilà, écrire une clause, c'est utiliser la règle de droit. Les conventions réglementées pour la SA. Oui, alors je peux vous expliquer les conventions réglementées pour la SA. Alors après, c'est un peu long. Conventions réglementées, vous savez que vous avez des conventions libres, vous avez euh, des conventions interdites et des conventions donc on dit réglementées. Conventions libres, c'est celles qui sont conclues à des conditions normales et pour des actes de gestion normale, de gestion courante. Donc, autrement dit, vous avez juste à aller voir si je suis dans l'objet social et en général, on vous aide en vous disant par exemple, on est dans le bon prix, que le prix est un prix habituel. Ça, c'est la convention libre. En fait, dans les conventions réglementées, la première chose à voir, c'est quelles sont les parties qui contractent. Autrement dit, enfin, quelles sont les sociétés en cause. Donc déjà, est-ce que j'ai une société, une SA dans laquelle j'ai un dirigeant qui est commun avec l'autre société avec laquelle je contracte? Ça, c'est la première chose que vous allez aller regarder. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous allez vous poser effectivement la question de la convention réglementée. Donc d'abord, je vois si ce n'est pas une convention libre. Ensuite, si c'est une convention libre, bah, très bien, pas de problème. Si ce n'est pas une convention libre, donc convention libre, donc pardon, la personne concernée, hein, c'est la société et un des dirigeants. Donc, conditions normales, opération courante. Ensuite, je vais voir si ce n'est pas une convention interdite. Convention interdite, c'est toujours
crédit, cautionnement, aval, mais vis-à-vis d'une personne physique. Donc, administrateur personne physique, représentant permanent de la personne morale administrateur, DG, DGD, conjoint, ascendant, descendant, puisqu'on rajoute conjoint, ascendant, descendant, y compris par personne interposée. Donc là, une fois que je suis dans cette situation-là, quand j'ai un crédit, un cautionnement, un aval qui est consenti à cette personne-là, pour vous parler en termes de compta, on va dire en fait qu'on est dans un compte courant négatif finalement. Ça veut dire que j'accepte que la société prête à ces personnes physiques. La sanction, c'est la nullité absolue. Voilà, on ne peut pas avoir de concours négatif. Attention, si on prête à une personne morale, c'est différent. Quand je prête à une personne morale, la société peut tout à fait prêter, par exemple, à une filiale. Ça, c'est possible. Donc, je peux avoir du cautionnement, de l'aval ou du crédit à une autre personne morale. Là encore, c'est par contre, pour le coup, contrôlé. Rappelez-vous que pour la SA, en matière de convention réglementée, on a souvent enfin, on a d'abord un contrôle du conseil d'administration, en tout cas une autorisation du conseil d'administration suivie de la validation par l'Assemblée générale qui suit, puisque le commissaire aux comptes est informé, et donc l'Assemblée générale qui suit va se prononcer aussi sur la convention. Maintenant, quand je suis dans un crédit cautionnement aval, si jamais je n'ai pas l'autorisation du conseil d'administration ou si je n'ai pas la validation, ensuite l'approbation par l'Assemblée générale, c'est un des seuls cas pour lequel on fera entre guillemets abstraction du tiers, puisqu'on pourra annuler purement et simplement la convention, même si c'est autorisé vis-à-vis d'une personne morale. Et enfin, les conventions réglementées en SA, c'est l'actionnaire qui dispose de plus de 10% des droits de vote, c'est la société actionnaire qui a plus de 10% des droits de vote ou par personne interposée. Et donc là, vous êtes dans la convention qui n'est pas à des conditions normales, sinon je serais dans une convention libre. Et donc, on a une autorisation préalable du conseil d'administration, une ratification par l'AG. Si jamais ce n'est pas fait, c'est pas forcément, la convention n'est pas forcément, alors il n'y aura pas de nullité, mais ce que vous aurez, c'est s'il y a des conséquences préjudiciables, eh bien, on pourra évidemment aller agir en responsabilité sur les conséquences préjudiciables. Et donc, dans ce cas-là, vous avez souvent ce qui suit, les conséquences préjudiciables, la responsabilité du dirigeant et ce qui va avec, éventuellement, une révocation. En général, lors d'une transformation de société, ce qu'on attend de vous, c'est conditions de transformation. Oui, je vous en prie. Les conditions de transformation de la société. Si jamais on vous demande le changement de pouvoir, on vous posera la question. C'est-à-dire qu'en général, on vous dit, voilà, on veut transformer, comment est-ce que ça se passe? Maintenant, dans la transformation, évidemment que si vous passez d'un mode, voilà, vous arrivez vers une SA, bah oui, il faut quand même dire qu'il va y avoir un conseil d'administration, donc il faut avoir au moins trois personnes au conseil d'administration. Enfin, vous ne pouvez pas faire abstraction voilà, il faut dire le nombre de personnes qui vont être, enfin, qu'il va falloir peut-être avoir par la suite. Parce que, voilà, la SA, vous avez un minimum de associés. Bah, si vous étiez tout seul dans une SASU, bah, il faudra à un moment donné avoir un autre associé de toute façon pour transformer. L'essentiel de la SA, ce que je vous disais, hein, la SCA, c'est SNC et SA dans une même société. Il n'y a pas beaucoup d'éléments à retenir, si ce n'est bah, ces règles-là. Le fait que dans les décisions, souvent, ce qui revient à la direction, bah, c'est l'unanimité pour la partie propre à la direction de la société, sauf que le statutaire contraire, bien sûr. Et puis ensuite, les règles de l'ASA, donc de majorité de quorum de l'ASA, pour ce qui va toucher plus à, voilà, à ce qui relève du capital et du fonctionnement de la société en dehors de la gestion. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, en attendant les autres questions, pensez pour ceux qui valideront leur DCG que vous avez la possibilité de préparer les jeux de DSCG l'été de l'obtention de votre DCG. Je vous invite à le faire puisque le DSCG, c'est costaud, puisque j'enseigne sur le une et voilà, c'est, euh, c'est- c'est pas, voilà, c'est pas forcément évident, hein, même si il y a beaucoup de choses qu'on reprend. Donc, c'est bien de se faire un petit rappel pendant l'été. Il ne faut pas hésiter, ça vous permettra d'arriver bien, bien à bloc. Pas d'autres questions. Super. Alors, je vous laisse. Bonne soirée à tous.